je suis très content et heureux. Merci. Donc, permettez-moi de remercier les gens qui sont de moi, la téléphone, M. Arnaud Micro. Et là, je suis triplement content. Un, parce que ça me donne l'opportunité de voir mes enseignants. C'est un véritable privilège. Déjà, certains d'eux, je ne les ai pas vus depuis longtemps. De deux, ça me permet aussi, c'est une opportunité de m'adresser à des semblables d'encadrement. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais de trois, ça me permet aussi d'intervenir sur des thématiques qui deviennent de plus en plus mon quotidien, qui est l'innovation. Une problématique importante, une thématique vraiment très importante. D'ailleurs, M. Boudoua, sinon M. Boukhari aussi, ont expliqué un tout petit peu la chose. Et donc, vous voyez en principe l'importance de l'innovation dans l'économie. Aujourd'hui, je vais intervenir sur quelque chose de bien particulier. Donc, premièrement, je n'interviens pas en tant qu'enseignant. Il y en a tellement ici qui sont sûrement plus compétents de moi. Et plus que ça, en face de mes enseignants, ça serait vraiment très difficile. J'interviendrai en tant qu'ex-directeur de l'incubateur d'Alger, de l'Agence nationale des parcs technologiques, de Sidi Abdallah. Et là, je vais axer mon intervention sur quelque chose de beaucoup plus opérationnel. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je vais parler d'incubateurs, des incubateurs et du processus d'incubation d'une manière très générale pour un petit peu permettre aux étudiants d'avoir une idée sur la chose. Alors, cette intervention sera complétée demain par un atelier qui sera consacré notamment à la création d'entreprises, mais aussi quelque chose de plus important, comment établir un business plan, ce document important qui a un objectif. D'ailleurs, M. Boukhari en a parlé sur quelque chose de beaucoup plus général, donc l'étude technico-économique. Il s'agirait de permettre à l'étudiant de voir clair, donc avoir une idée déjà au début de son projet, mais aussi, et c'est très important, un élément fondamental dans la création d'entreprises, notamment des start-up. Il s'agirait de la question épineuse de financement, donc essayer avec, d'une manière très professionnelle, d'établir un document et d'aller vers le financier, d'aller vers le banquier, d'aller vers celui qui peut donner de l'argent et essayer de le convaincre de la manière la plus formelle, si dont il s'agit. Alors, pour ce qui est des incubateurs, mon thématique aujourd'hui, je parlerai de deux choses. Alors, je parlerai des incubateurs, mais aussi du processus d'incubation. Et là, si j'ai le temps, enfin, je voudrais aussi parler de faire une petite lecture opérationnelle de la nouvelle loi sur la labellisation des start-up, projets innovants et notamment des incubateurs. Et là, si bien sûr, M. Mokhouk ou l'un des organisateurs nous permettrait de le faire dans le respect du temps qui m'est alloué. Alors, je voudrais commencer par quelque chose de beaucoup plus général, de mettre du contexte. Pourquoi on parle d'incubateur? Alors, il faut dire que le système économique mondial est marqué par quelque chose de très important et de nouveau. Alors, nouveau, c'est 50 ans, mais à l'échelle du monde, c'est vraiment très récent. On parle de 50 années. Alors, cette évolution
est marqué par la mondialisation, l'internationalisation si vous voulez, mais aussi on parle de globalisation comme stade très avancé de la mondialisation. Alors cette mondialisation qui est notamment propulsée sûrement et assurément par deux choses, essentiellement deux choses. Premièrement, le développement des moyens de transport, mais aussi les nouvelles, parenthèse, parce qu'elles n'ont absolument rien de nouveau. Donc les nouvelles, les technologies de l'information et communication. Alors, toute cette évolution a fait naître des acteurs, certains acteurs qui tiennent à peu près le bout du fil. Il s'agit d'organisations, telles que l'OMC, mais aussi des pays, le G20, donc les pays riches et industrialisés, d'accord? C'est bon? Alors les pays riches et industrialisés, mais aussi il y a les banques et les détenteurs de la finance mondiale. Hein. Alors cette même économie des pays, cette mondialisation a fait des heureux, et a fait des heureux, mais aussi des malheureux. Alors quand je parle des malheureux, je vise les pays en voie de développement, notamment les pays. Alors, cette mondialisation, donc cette évolution, a fait que les entreprises développent un tout petit peu certaines stratégies pour se prémunir ou là faire face à ce challenge. Alors, parmi ces stratégies, certaines entreprises développent des stratégies de spécialisation, c'est-à-dire qu'ils se spécialisent une niche de marché où il y a des produits bien particuliers, où il y a ce qu'on appelle les domaines d'activité bien particuliers. D'autres font de l'intégration, c'est-à-dire maîtrisent un tout petit peu toute la chaîne de valeur, où il y a la filière de l'amont à l'aval. Bon, certains aussi optent pour la domination par les coûts, mais une stratégie qui est la plus connue actuellement, et elle est de mode, c'est la stratégie de différenciation. Alors, différenciation, c'est-à-dire essayer un tout petit peu de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux processus, afin de se différencier. Bon, il y a toujours la différenciation à travers les coûts. On ne peut pas se le cacher. Mais, donc, à travers les coûts, en se basant notamment par ce qu'on appelle une économie d'échelle. Mais il faut dire aussi que cette stratégie trouve ses limites parce qu'actuellement, il n'y a plus de problème de production de masse. Donc, avec l'évolution technologique, donc, ce qui reste, c'est la différenciation à travers les coûts, à travers la différenciation de qualité, de produits, donc d'innovation. Donc, pour ce faire, certains pays développent donc des environnements favorables, ce qu'on appelle un environnement permissif, qui aide un tout petit peu à booster tout ce qui est économie de la connaissance. Monsieur le on en a parlé au début dans son introduction, et à travers justement le développement de la connaissance, donc du savoir, mais aussi l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle un système national d'innovation. Donc, en gros, le système national d'innovation, c'est utiliser le savoir dans l'entreprise pour qu'il y ait innovation. Donc, savoir en tant que facteur de production, en tant qu'intrant, en tant qu'input. Ces inputs sont transformés, sont combinés de la meilleure manière, donc efficacité et efficience au niveau de l'entreprise. Et là, on a des innovations qui peuvent être de produits, de services, qui peuvent être aussi radicales, lifting, ce qu'on appelle une innovation incrémentale, etc., etc., etc. Donc, en gros, on parle du système national d'innovation pour les étudiants. Généralement, les étudiants, je prends cet exemple du chauffage central. Alors, le chauffage central, c'est plusieurs éléments qui sont aussi autonome qu'interdépendant, mais à la fin, ça doit donner de la chaleur. Et là, ces éléments, radiateurs, tuyauterie, thermostat, tout ce que vous voulez, c'est des éléments
autonomes, mais qui doivent donner quelque chose à la fin, donc converger par quelque chose qui est la chaleur. Et là, si un élément ne fait pas son travail, on ne peut pas avoir l'output, on ne peut pas avoir de l'innovation. Et là aussi, donc, quand je parle d'entreprise, quand je parle de système national d'innovation, c'est exactement la même chose. Il devrait y avoir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de facteurs qui doivent converger tous vers la production de la connaissance, et cette connaissance qui devra être transformée par l'entreprise à une innovation. Je parle d'entreprise parce que, tout simplement, parce qu'il peut y avoir des innovations de tout genre, l'innovation culturelle, l'innovation, de toutes sortes. Mais je parle d'entreprise parce que elle est très importante, parce que, tout simplement, parce que c'est la cellule de base, création de la richesse, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc, pour ce qui est la construction, donc un élément des plus importants de ce qu'on appelle le système national d'innovation, c'est l'incubateur. Donc l'incubateur est quelque chose de très important justement pour donner forme à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'innovation. Alors c'est pas juste un incubateur. Alors une structure d'accueil, d'accompagnement des entreprises pour la création d'emplois, pour la création de l'entreprise déjà, mais aussi de l'emploi, mais aussi de la valeur, parce que, et là, vous avez, ce soit un peu parce que j'ai essayé un tout petit peu d'être opérationnel, de l'incubateur de Siliac, qui est un incubateur plutôt spécialisé dans le domaine éthique, et là, il faudrait définir ça, parce que tout éthique aussi, hein, tout est relié au éthique. Donc, c'est un incubateur qui est du côté de Mhelma, à Sidi Abdallah, du côté de Ziralba, à Alger, qui a commencé le travail à partir de 2010, et c'est le siège aussi de l'Agence nationale des parcs technologiques. Attention, faites la différence. Donc, il y a l'Agence nationale des parcs technologiques qui est, on lui a donné un tout petit peu la mission de développer l'innovation dans les incubateurs en Algérie, mais à l'intérieur de la même enceinte, il y a aussi l'incubateur, donc, qui est dédié spécialement donc, en relation avec l'éthique. Donc, pour revenir à cette histoire d'incubateur, c'est en fait, des environnements qui favorisent l'apprentissage, le résultage, mais aussi nécessaires aux entrepreneurs parce qu'ils présentent, donc ils proposent certaines étapes là où ils sont, ces étapes là où l'entreprise allait chouchouter un tout petit peu et aider pour échapper à cette période critique qui cause énormément de dégâts généralement quand vous savez qu'en Algérie, à un certain moment, que pour le domaine de la création d'entreprises, connaît une mortalité très importante. À un certain moment, elle était de 20 à 30%. Donc, quand 100 entreprises sont créées, au démarrage déjà, 30% d'entreprises sur 100 créent des emplois 4-5 premiers mois. Et là, on pourrait parler longuement, d'ailleurs M. Mforo en a parlé au début, parce que l'entrepreneuriat, il l'a si bien dit, l'entrepreneuriat, c'est une vocation. C'est un chemin épineux, c'est un chemin difficile. Alors pour ceux qui le font à défaut, c'est-à-dire des fois, mais il à peu près le CV un peu partout, qui me créer l'entreprise, ce qu'on appelle la création socialisante. Ce n'est pas le meilleur chemin, parce que juste les premiers problèmes qu'il rencontre, il délaisse. Donc, il ne pourra pas suivre, mais de ça, on pourra parler lors du débat, sinon, les ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un incubateur? Alors, l'incubateur, il y a des services, donc l'incubateur peut ouvrir aux étudiants, aux porte-projets, pardon, donc un secrétariat, un comptable par exemple, du hard, ordinateur, photocopieur, tout ce que vous voulez, mais aussi du mobilier du bureau. Alors, des salles de coaching, de formation
formations, des salles de conférences, et là c'est des photos sur donc mon expérience au Technobridge de Cyberbalan. Donc restauration, cafétéria, c'est très utile pour l'étudiant, pour le porteur de projet. Notamment on a l'organisation d'événements tels que le Startup Weekend, c'est ce que vous connaissez un peu partout, ce qui est connu, mais bien évidemment des coachs et des formateurs. Alors, laissez-moi un tout petit peu intégrer quelque chose, une petite phrase sur ce que j'ai entendu auparavant, parce qu'on parlait de coaching et de formation. Un incubateur, c'est beaucoup plus de coaching que de formation. D'accord? Un incubateur, ça ne peut pas se substituer à une université, à une école. Là, un incubateur, il est pour qu'il y ait du coaching personnalisé, du corps à corps surtout, pour essayer un tout petit peu d'orienter, parce que chacun, on ne peut pas avoir des programmes de formation personnalisés, mais on peut avoir des coachings personnalisés. Chaque étudiant, chaque porteur de projet a un besoin spécifique. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il faut toujours faire un diagnostic avant l'engagement du porteur de projet sur... Alors, quels sont les objectifs? Alors, généralement, favoriser la création d'entreprises innovantes, aider les porteurs de projets innovants, transformer le projet d'entreprise, et surtout, bien sûr, promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, pour ce qui est, j'ai essayé un tout petit peu de porter, de faire la parallèle sur ce qui se fait en Algérie. Alors, à ma foi, le texte le plus complet qui parle, qui encadre un tout petit peu cette activité, c'est le dernier décret de 2020 portant la labellisation des startups et des projets innovants. Alors, pour ce décret, il énumère d'une façon très claire tout ce qui est mission de l'incubateur. Alors, domicilier les startups incubées, leur offrir une espace de travail aménagé, accompagner les porteurs de projet, assister les startups dans la réalisation des business plans, ce qu'on va faire lors des ateliers, les études de marché, les plans de financement aussi, qui sont très importants pour avoir une idée claire sur la manière. Alors, la clé de doute, c'est le financement. Assurer la formation spécifique, puisqu'il y a toujours formation. Notamment en ce qui pour les entreprises et un tout petit peu mettre à leur disposition les porteurs de projet des moyens logistiques tels que les salles de réunion, matériel, informatique, assister les startups pour la réalisation des prototypes, mon collègue en a parlé, accompagner les startups impliquées dans la recherche des sources de financement. Et là, j'ai deux choses, alors je vais aller plus vite. Ok? Alors, je voudrais juste insister sur quelque chose, sur cette terminologie qui est un tout petit peu de sur... alors que généralement aux USA, on flotte un tout petit peu entre incubateur, pépinière, hôtel d'entreprise, mais généralement aux USA, on parle, le terme incubateur désigne la pré-incubation, donc la phase démarrage. En France, on utilise les entreprises déjà existantes, terme pépinière, mais incubateur, c'est destiné plutôt pour tout ce qui est avant incubation, avant démarrage d'entreprise. Alors, les modèles d'incubation, c'est très important. Je vais aller plus vite à Ok. Alors, l'incubateur développement économique local, qui sont généralement des incubateurs régionaux, qui sont destinés plutôt pour, qui sont des incubateurs généralistes. Aussi, l'incubateur, ce qui nous concerne, l'incubateur universitaire, alors qu'ils sont dédiés aux entreprises de technologie, parce qu'ils ont l'environnement, en principe, l'université, ça constitue un environnement des plus favorables pour qu'il y ait ce genre de... Alors, le texte qui régit un tout petit peu ce genre d'incubateur, il s'agit du décret exécutif de 2012, vous voyez, déjà 2012, ça existait, et ça parlait de l'organisation et le fonctionnement de services communs de recherche, et ça définit, c'est ce texte qui définit un tout petit peu ce que c'est un incubateur universitaire dans l'université. Mais aussi, il y a des incubateurs très importants qui sont très développés, notamment aux États-Unis et en Europe aussi, c'est des incubateurs d'entreprises. Hein. Il y a certaines entreprises qui ont des incubateurs à l'intérieur. Et là, ce qui est important, ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines stratégies par rapport à ça, c'est que les entreprises développent des
incubateurs, et quand ils sont obligés un tout petit peu de réduire leur effectif, ils les orientent sur la création de petites entreprises, notamment de PME, qui vont se situer en amont des entreprises et aider l'entreprise mère. Alors, il y a l'incubateur privé, aussi des incubateurs virtuels qui sont actuellement existants, mais qui ne proposent pas d'hébergement, mais quand même une certaine panoplie de services importants. Alors, je passe sur ça. Alors, par rapport aux incubateurs en Algérie, alors actuellement, c'est les chiffres de 2021, si l'ex-ministre, M. Béziane, qui l'a annoncé, actuellement, on en est quelque chose comme 44 incubateurs universitaires et 14 autres incubateurs. Alors, en France, c'est 400 incubateurs. Donc, vous voyez un tout petit peu la différence. Hein. Donc, il y a pour une population étudiantine qui est quand même importante. Alors, pour passer en deuxième lieu, je vais aller vite. L'incubation, alors l'incubation, c'est plusieurs phases. Il y a déjà la détection, cette histoire de détection ou ce qu'on appelle le recrutement. Alors, il y a la détection des projets issus de la recherche universitaire, c'est les universités qui s'en occupent. Il y a aussi des autres projets issus des concours d'aide à la création d'entreprises, start-up notamment, mais aussi des projets non issus de la recherche. Et là, généralement, les incubateurs ont des relais à travers les prospecteurs, ce qu'on appelle les prospecteurs, donc les chambres de commerce, les associations patronales, etc. C'est là qu'ils arrivent. Alors, la sélection, la pratique de sélection, elles sont diverses, donc il n'y a pas de manière de sélectionner d'une manière très standard. Donc chaque incubateur a sa manière de sélectionner les porteurs de projets. Alors le premier filtre, c'est l'équipe administrative. Donc je me rappelle moi-même, quand j'étais à l'incubateur CDR-Gora, j'ai mis en place un comité de sélection qui est composé notamment de l'administration, mais aussi de tous les coachs qui peuvent un tout petit peu au début quand un porteur de projet vient, arrive à l'incubateur, c'est qu'il soit un tout petit peu sélectionné, évalué, sélectionné. Alors, je passe sur ça. Et puis, l'accompagnement qui se fait à travers des programmes d'accompagnement, des rencontres, des séminaires, etc. Donc, il y a deux sortes d'accompagnement. Un accompagnement en interne, donc suivre il s'agit de suivre l'avancement de l'incubé, la formalisation du business plan, mettre en place un programme de formation, orienter le porteur de projet, aider la construction, etc., etc. Mais aussi externe, les incubateurs mettent le porteur de projet en relation avec les prestataires de services, les appuis sont dans la... Alors, je voudrais quand même, ça me brûle un tout petit peu les lèvres, je voudrais vous parler de quelque chose. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de systémique standard par rapport à la manière d'incuber. D'accord? D'ailleurs, je vais vous raconter une très petite histoire. Alors, quand j'ai intégré l'incubateur de CDR-Gora, alors, il y avait déjà mon prédécesseur, donc le directeur prédécesseur, qui a déjà entamé une opération une opération de coopération avec les Américains. Ok? Et là, il y a eu, c'est une première opération, donc au début, ça a donné lieu à un protocole d'accord, donc général, d'intention, si vous voulez. Et là, j'ai repris la chose en main pour continuer la chose, donc j'ai traité avec un certain Marc Tertel, je me rappelle bien, c'est quelqu'un du département d'État aux États-Unis. Et là, il fallait donner un contenu au protocole, à ce protocole. Donc, comment on va s'entraider. Alors, vous avez une problématique. Alors, les incubateurs, c'est plutôt des besoins quels sont les besoins de l'incubé. Alors, l'incubé, il aurait besoin de quoi on dit? Des photocopieurs, d'un bureau, d'un espace. Mais c'est absolument, ces soucis ne sont pas du tout les mêmes soucis du porteur de projet américain à la Silicon Valley. Donc, toute la problématique, elle est là. Alors, un incubé aux États-Unis, un porteur de projet aux États-Unis, son problème, elles sont beaucoup plus spécifiques.
spécifique de quel marché, par rapport à l'OMC, les barrières d'entrée à un tel pays, est-ce qu'on le laisse, on ne le laisse pas, mais ce n'est pas. Alors, donc il a fallu un tout petit peu chercher et se casser la tête pour trouver des axes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, déjà pour insister sur le fait qu'il n'y a pas de manière d'incuber standard, et chaque pays, chaque incubateur essaie un petit peu de s'adapter par rapport à sa réalité, à la réalité, mais aussi si que, ma foi, les besoins ne sont pas les mêmes entre pays. Alors, oui, je termine, merci d'avoir écouté. De toute façon, pour ce qui est du reste, on en discute.